Bonjour à tous. Donc, euh, James et la grosse pêche de Roald Dahl, partie 2, chapitre 11. De ses grands yeux pleins de frayeur, James fit lentement le tour de la chambre. Et cette chambre était pleine de monde. Et ces gens, ces personnages, dont quelques-uns trônaient sur des chaises, d'autres étaient allongés sur un sofa, ces personnages le regardaient de tous leurs yeux. Des personnages ou des insectes? Un insecte, voyons. C'est généralement quelque chose de plutôt petit, n'est-ce pas? Un grillon, par exemple, c'est bien un insecte. Mais que dire d'un grillon des champs aussi grand qu'un chien, aussi grand qu'un gros chien? Peut-on appeler cela un insecte? Insecte ou non, un vieux grillon des champs était assis dans un fauteuil, juste en face du petit James. Et à côté du vieux grillon des champs, il y avait une énorme araignée. Et à côté de l'araignée, une coccinelle géante portant 9 taches noires sur sa carapace rouge. Tous trois installés dans des fauteuils somptueux. Tandis que sur le sofa étaient vautrés deux autres personnages, un mille-pattes et un ver de terre. Dans un coin, par terre, traînait un gros paquet blanc qui pouvait bien être un ver à soie. Mais ce dernier dormait profondément et personne ne s'occupait de lui. Chacun de ces personnages était au moins aussi grand que le petit James, et, sous l'étrange éclairage verdâtre venant d'un coin mal déterminé du plafond, ce petit monde offrait un spectacle absolument sinistre. J'ai faim, déclara soudain l'araignée en regardant fixement le petit James. Je meurs de faim, dit à son tour le vieux grillon des champs. Moi aussi je meurs de faim, s'écria la coccinelle. Le mille-pattes se dressa sur son sofa. Tout le monde a faim, constata-t-il, il faudrait manger. James vit 4 paires de gros yeux noirs et vitreux braqués sur lui. Le mille-pattes se tordit comme s'il allait quitter sa place, mais finalement il resta où il était. Il y eut un long silence. L'araignée, une araignée femelle, ouvrit la bouche. Une langue noire et effilée parcourut délicatement ses lèvres. Et toi, n'as-tu pas faim demanda-t-elle soudain à James. Frissonnant, muet d'effroi, le pauvre petit garçon recula vers le mur. Qu'est-ce qui t'arrive demanda le vieux grillon des champs. Tu n'es pas malade? On dirait qu'il va tomber dans les pommes, constata le mille-pattes. Oh, le pauvre petit, s'écria la coccinelle. Il pense que c'est lui que nous allons manger. Et tout le monde éclata de rire. Pauvre petit, firent-ils tous. Quelle idée monstrueuse! N'aie pas peur, dit amicalement la coccinelle. Nous ne te ferons aucun mal. Tu es des nôtres maintenant. Tu es de l'équipage. Nous sommes tous embarqués sur le même bateau en quelque sorte. Nous avons passé la journée à t'attendre, dit le vieux grillon des champs. Puis nous avons cru que tu ne te déciderais jamais à venir. Et te voici enfin. Ça me fait bien plaisir. Courage, mon garçon, courage, dit le mille-pattes. Mais en attendant, ne pourrais-tu pas venir me donner un coup de main? Je mets toujours des heures à retirer ces bottines. Chapitre 12. Impossible de refuser. Ce n'était vraiment pas le moment. James traversa docilement la pièce et s'agenouilla près du mille-pattes. Merci 1000 fois, dit le mille-pattes. Tu es un bon petit. Vous en avez des bottines, murmura James. C'est normal puisque j'ai des tas de jambes, répondit avec fierté le mille-pattes. Et par conséquent, des tas de pieds. J'en ai 1000 pour ne rien te cacher. Et il remet ça, s'exclama le ver de terre qui jusque-là n'avait rien dit. Il ne cesse de raconter des mensonges. Mille-pattes, vous voulez rire? Il n'y en a que 42. Vrai, la plupart des gens ne prennent pas la peine de les compter. Ils le croient sur parole. D'ailleurs, cela n'a rien de prodigieux d'avoir des tas de pattes. Pauvre type, dit le mille-pattes à l'oreille de James. Il est aveugle de naissance. On ne voit pas l'allure que ça me donne. À mon avis, poursuivit le ver de terre, ce qui est vraiment prodigieux, c'est de n'avoir pas de pattes du tout, et de parvenir à marcher quand même. Tu appelles ça marcher? Cria le mille-pattes. Tu ne fais que ramper péniblement. Tu fais pitié. Je glisse, il y a une nuance, répondit le ver de terre d'un air collémonté. Tu n'es qu'un animal visqueux, rétorqua le mille-pattes. Je ne suis pas un animal visqueux, dit le ver de terre. Je suis utile, moi, et aimé de tous. Demande à n'importe quel jardinier, tandis que toi, je suis un insecte nuisible, proclama le mille-pattes avec un large sourire. Il regarda autour de lui pour voir l'effet que faisaient ces mots. Il en est si fier, dit en se nourrillant la coccinelle. Je ne comprendrai jamais pourquoi. Je suis le seul insecte nuisible ici, dans cette pièce, cria le mille-pattes sans cesser de ricaner. À moins que le grillon des champs ne se mette de mon côté. Il est vrai qu'il ne compte guère. Il est bien trop vieux pour être nuisible. Le vieux grillon des champs tourna la tête, foudroyant le mille-pattes de ses énormes yeux noirs. Jeune homme, dit-il d'une voix grave et dédaigneuse, sachez que je n'ai jamais été une bête nuisible, jamais de la vie. Je suis musicien de mon métier. Bravo, dit la coccinelle.
James, dit le Mille-Pattes. Tu t'appelles bien James? Oui. Eh bien, James, qu'en penses-tu? As-tu jamais vu un mille-pattes de bataille? Un colosse de mille-pattes? Bien sûr que non, répondit James. Comment as-tu fait pour devenir si grand? Très spécial, dit le mille-pattes. Très spécial, vraiment. Permets-moi de te raconter ce qui m'est arrivé. J'étais en train de fouiller l'herbe sous le vieux pêcher, quand, tout à coup, une drôle de petite chose verte est passée sous mon nez en se tortillant. Ce qu'elle était belle, on aurait dit une pierre précieuse. Oh, je sais ce que c'était, s'écria James. Moi, il m'est arrivé la même chose, dit la coccinelle. Moi aussi, dit l'araignée. Il y avait des petites choses vertes partout. La terre en était couverte. J'en ai même avalé une, déclara fièrement le ver de terre. Moi aussi, dit la coccinelle. J'en ai avalé 3, hurla le mille-pattes. Mais je suis en train de vous raconter mon histoire, et vous m'interrompez tous. En voilà des manières. Il est trop tard pour raconter des histoires. C'est l'heure d'aller au lit, dit le vieux crayon des champs. Je ne dormirai pas avec mes bottines, cria le mille-pattes. Il reste combien, James? Je t'en ai enlevé 20, dit James. Reste 880, dit le mille-pattes. Menteur, s'écria le ver de terre. Il en reste 22. Le mille-pattes éclata de rire. Qu'en sais-tu, puisque tu n'y crois pas? Cesse de lui marcher sur les pieds, dit la coccinelle. Lui marcher sur les pieds? Cria le mille-pattes. Quels pieds? James s'aperçut alors qu'il avait beaucoup de sympathie pour le mille-pattes. C'était un coquin sans aucun doute, mais quelle joie d'entendre rire quelqu'un. Tant Éponge et Tante Piquette ne riaient jamais. Allons dormir maintenant, dit le vieux crayon des champs. Demain sera une journée très dure. Mademoiselle l'araignée, auriez-vous l'obligeance de faire nos lits? Chapitre 13. Et, au bout de quelques minutes à peine, l'araignée avait fait le premier lit. C'était à vrai dire un hamac, suspendu par des cordes de fil. Mais il était très joli, ce hamac improvisé. Il brillait comme de la soie argentée. J'espère qu'il sera assez confortable, dit mademoiselle l'araignée au vieux crayon des champs. J'ai fait de mon mieux. J'ai employé des fils de la Vierge. Des fils d'une qualité supérieure, bien meilleure que ceux que j'utilise pour mes propres toiles. Merci mille fois, mademoiselle, dit le vieux crayon des champs en rampant dans son hamac. Oh oui, c'est exactement ce que je voulais. Bonne nuit tout le monde. Puis, l'araignée confectionna un autre hamac pour la coccinelle. Puis un troisième, beaucoup plus long, pour le mille-pattes. Et un quatrième, plus long encore, pour le ver de terre. Et toi, cher James, comment le préfères-tu ton lit? Le veux-tu dur ou douillet? Demanda enfin l'araignée. Douillet, s'il vous plaît. Et merci, répondit James. Pour l'amour de Dieu, cesse de regarder en l'air et continue à retirer mes bottines, dit le mille-pattes. À ce train-là, nous n'allons jamais pouvoir nous coucher. Et puis, quand tu auras fini, range-les par paire. Ne te contente pas de les jeter par-dessus ton épaule. James se pencha avec application sur les bottines du mille-pattes. Elles avaient des lacets avec des nœuds si compliqués qu'il faillit y laisser tous ses ongles. C'était épouvantable. La corvée dura environ 2 heures. Et quand James venait enfin de déplacer et de retirer la dernière bottine, cela faisait une interminable rangée. 21 paires en tout. Le mille-pattes dormait à point fermé. Lève-toi, mille-pattes, dit James à voix basse en lui donnant un petit coup dans l'estomac. Il est temps de te coucher. Merci, mon petit, dit mille-pattes en clignant de ses yeux bouffis. Il glissa du sofa, traversa la pièce et grimpa dans son hamac. James occupa le sien. Et comme ce hamac était doux, comparé aux planches dures et nues sur lesquelles il avait été condamné à dormir chez ses tantes. Éteins la lumière, dit le mille-pattes d'une voix chargée de sommeil. Rien ne bougea. Éteins, voyons, répéta-t-il en élevant la voix. James, tout en regardant autour de lui, se demandait à qui avait bien pu s'adresser le mille-pattes. Tout le monde dormait. Le vieux grillon des champs ronflait très fort par le nez. La coccinelle, elle, émettait des sifflements. Quant au ver de terre, enroulé en spirale à l'extrémité de son hamac, il respirait péniblement, la bouche grande ouverte. Mademoiselle l'araignée, de son côté, s'était tissé une bien jolie toile dans un coin de la pièce. Là, au milieu de ce fin tissu, elle se tenait accroupie en marmonnant tout doucement dans son sommeil. « Éteins cette lumière, voyons, cria le mille-pattes d'une voix courroucée. « C'est à moi que tu parles demanda James. « Mais non, petit sot, répondit le mille-pattes. C'est à cet étourdi de verre luisant qui s'est endormi sans éteindre sa lanterne. Et, pour la première fois depuis son arrivée dans cette chambre, James se leva les yeux au plafond et y vit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Une gigantesque mouche sans ailes. Elle mesurait près d'1 mètre, se tenait sur ses 6 pattes au beau milieu du plafond. Le bout de sa queue éclatait littéralement d'une vive lumière verte, plus claire que la plus puissante des ampoules électriques. C'est elle qui éclairait toute la pièce. « C'est cela un ver luisant » demanda James, les yeux fixés sur le foyer lumineux. « Je trouve qu'il n'a vraiment rien d'un ver. »
Bien sûr que c'est un ver luisant, répondit le Mille-Pattes. C'est du moins ce qu'il prétend. Pourtant, ta remarque est juste. Ce n'est pas un ver comme les autres. Les vers luisants ne sont pas du tout des vers comme les autres. Ce sont à proprement parler des mouches à feu qui n'ont pas d'ailes. Réveille-toi, paresseux. Et comme le ver luisant ne bougeait toujours pas, le Mille-Pattes avança une de ses 42 pattes pour ramasser une de ses 42 bottines. Éteins cette saloperie de lumière, hurla-t-il, et il lança la bottine au plafond. Le ver luisant ouvrit lentement un œil sur le Mille-Pattes. Pas besoin d'être grossier, dit-il d'une voix impassible. Chaque chose en son temps. Allons, 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 s'impatienta le Mille-Pattes. Tu ne veux tout de même pas que j'éteigne à ta place. Oh, bonsoir, James, dit avec un sourire amical le ver luisant. Je ne t'ai pas vu arriver. Sois le bienvenu parmi nous, mon garçon, et bonne nuit. Puis lui un déclic et la lumière s'éteignit. Les yeux grands ouverts dans le noir, James Henry Trotter reposait dans son hamac en écoutant des bruits bizarres que faisaient ses compagnons en dormant. Qu'allait lui apporter le lendemain? Déjà, il s'était mis tout doucement à aimer ses nouveaux amis. Ils étaient bien moins redoutables qu'ils ne paraissaient. En fait, ils n'étaient pas redoutables du tout. Malgré leurs cris et leurs disputes, c'étaient des créatures charmantes et serviables. « Bonne nuit, vieux grillon des champs, murmura-t-il. « Bonne nuit, coccinelle. Bonne nuit, mademoiselle araignée. » Mais, avant même d'avoir souhaité bonne nuit à chacun d'eux, il s'endormit. Chapitre 14. Ça y est, cria une voix. Nous voilà partis. James venait de se réveiller. Il fit un bond et leva les yeux. Ses compagnons avaient tous quitté leur hamac. L'air agité, ils allaient et venaient dans la pièce. Soudain, il y eut une grande secousse. On aurait dit un tremblement de terre. Ça y est, nous roulons, hurla le vieux grillon des champs en bondissant avec frénésie. Tenez bon. Que se passe-t-il? Cria James en sautant sur ses pieds. La coccinelle, une créature extrêmement douce et aimable, vint à sa rencontre. Ne le sais-tu pas encore, dit-elle? Nous allons quitter pour toujours cette sinistre colline où nous avons été prisonniers si longtemps. Nous allons rouler loin d'ici. Cette belle grosse pêche va nous emporter vers un pays Un pays de... De quoi? Demanda James. Qu'importe, dit la coccinelle. Et rien ne peut être pire que cette colline désolée et tes répugnantes vieilles tentes. Écoutez, écoutez, firent soudain toutes les voix en chœur. Écoutez. Tu as dû remarquer, reprit la coccinelle, que le jardin est en pente raide. La seule chose qui empêchait cette énorme boule de dévaler cette pente était la grosse tige qui l'attache à l'arbre. Une fois rompue, elle ne s'y oppose plus, et nous voilà partis. Attention, cria l'araignée quand la seconde secousse se fit sentir. Nous démarrons. Pas encore, pas encore. En ce moment, poursuivit la coccinelle, notre Mille-Pattes, qui a des mandibules aussi coupantes que des lames de rasoir, est en train de scier cette tige. Il ne doit pas être loin d'avoir fini son travail, cela se sent. Veux-tu que je te prenne sous mes ailes pour que tu ne tombes pas au moment du départ? Vous êtes vraiment gentil, dit James, mais je crois que je me débrouillerai tout seul pour ne pas tomber. À cet instant, le large sourire de Mille-Pattes apparut dans un trou du plafond. J'ai fini, cria-t-il. Nous sommes libres. Nous sommes libres, nous sommes libres, firent les autres. Le voyage commence, cria le Mille-Pattes. Et qui sait où il finira? Bougonna le ver de terre, si toutefois ça vous intéresse. Quant à moi, je ne prévois que des ennuis. Tu dis des bêtises, fit la coccinelle. Nous allons visiter les plus beaux coins de la terre et découvrir des tas de merveilles. N'est-ce pas, Mille-Pattes? Vous n'avez pas idée de ce que nous allons voir, s'écria le Mille-Pattes. Nous verrons la bête aux 49 têtes, nourrie de neige désolée. Et quand elle attrape un rhume de cerveau, elle a 49 nez à moucher. Nous verrons le croque-mitaine venimeux, qui d'un homme ne fait qu'une bouchée. Il en avale 5 pour son déjeuner, et 18 pour son souper. Nous verrons la licorne violette, un dragon et le plus affreux, des monstres à qui des toits crochus servent de cils et des cheveux. Nous verrons la poule aux yeux de dynamite, si noble, si douce et si belle. Ses œufs, plongés dans une marmite, vous font sauter la cervelle. Sans parler du gnou et du gnocéros, sans parler de l'énorme moustique, dont l'aiguillon vous sort par le chapeau, à chaque fois qu'il vous pique. Dans 1000 tremblements de terre, nous périrons, de froid, de faim et d'horreur. Nous hurlerons sous les coups de corne d'un affreux dilemme en fureur. Mais qu'importe, quittons ce tertre odieux, que ça boume, que ça coule, que ça plonge. Courons, roulons, dégringolons, loin, loin de piquettes et d'éponges. Et au bout d'une seconde, lentement, ô combien lentement, et avec quelle délicatesse, la grosse pêche s'ébranla. Toute la chambrée s'en trouva sans dessus-dessous. Les meubles se mirent à glisser vers le mur d'en face. James, la coccinelle et le vieux grillon des champs, l'araignée et le ver de terre, tous furent projetés en avant, tous, même le Mille-Pattes qui les avait rejoints à la dernière minute. Chapitre 15.
Dans le jardin, pendant ce temps, Tante Éponge et Tante Piquette venaient d'occuper leur poste à l'entrée, chacune munie d'une pile de tickets. Déjà, les premiers flots de visiteurs matinaux se dessinaient à l'horizon. Aujourd'hui, nous ferons fortune, dit Tante Piquette. Regardez ce monde. Je me demande ce qu'est devenu notre vilain petit gars la nuit dernière, dit Tante Éponge. Il n'est pas rentré, n'est-ce pas? Il a dû tomber dans le noir et se casser une jambe, dit Tante Piquette. Ou peut-être le cou, dit Tante Éponge, toute rêveuse. Que je lui mette la main dessus, dit Tante Piquette en brandissant sa canne. Il ne recommencera plus. Mais mon Dieu, quel est ce bruit d'enfer? Les deux femmes tournèrent la tête. Ce bruit, vous l'avez deviné, n'était autre que celui de la pêche géante qui venait de rompre la cloison qui l'entourait, retraverser majestueusement le jardin, roulant vers l'endroit même où se tenaient Tante Éponge et Tante Piquette. Après quelques secondes de stupeur, celles-ci se mirent à pousser des cris, puis, prises de panique, elles tentèrent de se sauver. Chacune ne pensait qu'à elle-même, et la grosse Tante Éponge se prit les pieds dans la boîte qu'elle avait apportée pour y passer les grains de la journée. Elle tomba sur le ventre. Tante Piquette trébucha à son tour et s'abattit sur sa sœur. Toutes deux se roulèrent par terre en poussant des cris aigus, en luttant éperdument. Et avant qu'elle ne puisse se relever, la pêche, l'énorme pêche, fut sur elle. Il y eut un bruit de broiement, et puis ce fut le silence. La pêche continua son chemin, laissant derrière elle Tante Éponge et Tante Piquette, écrasées sur l'herbe, écrasées complètement aplaties et sans vie, comme deux poupées de carton découpées dans un livre d'images. Et donc je vais m'arrêter là. Je continuerai à partir du chapitre 16 dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.